Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je ne sais pas si les grands traumatismes collectifs se transmettent d'une façon ou d'une autre à la descendance des gens qui les ont subis. Mais ce qui est sûr, ce qui est observable tous les jours, par tout un chacun, est que les Algériens sont réellement dans une si vieille macération. Un climat social très délétère, où la haine et l'animosité semblent être devenues une sorte de constante nationale. Et pour cause, le peuple algérien a tellement souffert, subi tant et tant d'injustices, de violences, d'oppression, depuis la nuit des temps, colonialisme, occupation après l'autre, dépossession sous toutes ses formes, bannissement, déportation, déculturation, assimilation culturelle dans le sens digestif du terme. En 1962, le peuple algérien a enfin, et après une si longue nuit d'oppression, réussi à se libérer de l'emprise coloniale. Mais il a tout aussitôt été incarcéré par les voleurs de feu qui avaient subtilisé son indépendance et qui se sont révélés encore plus atroces que les pires occupants qui se sont succédés à la tête de ce malheureux pays. Plus atroces parce qu'ils sortent du sein de ce même peuple, parce qu'il a été difficile de les identifier et de les combattre, parce qu'ils avaient trompé tous les Algériens qui avaient cru en eux avant de comprendre qui ils étaient vraiment. Des despotes et de la canaille, pour parler vrai. Et c'est ainsi que ces putschistes allaient mettre tout le pays sous le boisseau, l'organiser en chasse gardée, en brisée, pour leur parentèle et leur clientèle, pour le fliquer et le museler, pour le réduire en servitude. Et c'est ainsi qu'au lieu de tout faire pour se guérir de ces grands traumatismes, le peuple algérien n'a pas eu d'autre choix que de tenter de survivre, de s'en sortir dans ce qui était devenu une jungle, par un régime mafiocrate qui allait se maintenir à la tête du pays jusqu'à ce moment où je vous parle. Depuis 59 ans. Une dictature militaire qui, pour se maintenir à la tête de ce pays, n'a pas usé que de la force brutale, mais aussi, et surtout, de la corruption de masse, de cette méthode insidieuse qui consiste à diviser les Algériens par le moyen d'une distribution concentrique de la rente pour se ménager des alliés naturels et anesthésier les masses. Il en a résulté une profonde dégradation des valeurs propres au peuple algérien, qui ont gravement dégénéré, qui n'ont gardé de ce qu'elles furent que de menteuses apparences. La haine, le mensonge, la cooptation clanique, l'hypocrisie, la discorde, l'identification identitaire exclusive, la médiocrité et le système D ont été institués en règles politiques de gestion de la société. Elles sont devenues une sorte d'échelle des valeurs à rebours, des valeurs et de passage obligé pour la réussite sociale. Et la société tout entière s'en est ressentie, imprégnée jusqu'aux attributs qui la fondent et qui procèdent du vivre ensemble. Vivre ensemble dans des conditions toujours polémiques, toujours réductrices, toujours négatives. C'est pourquoi je crois qu'une profonde révolution culturelle devient un processus indispensable. Nous avons besoin de nous guérir de nos si vieilles blessures, de repartir du bon pied. Le Hirak a été un début de retrouvailles, et c'est en cela qu'il a réussi le prodige de nous débarrasser des sempiternels
et insidieuse polémique idéologique, identitaire, régionaliste, etc. Mais le chemin est encore long, un véritable champ de mine. Et si les bombes à retardement qui ont été semées par ce régime ne sont pas désamorcées à temps, avant qu'il ne soit trop tard, alors nous ne pourrons aller très loin. C'est cela le véritable défi, encore plus complexe et plus décisif que l'obstination du régime à se maintenir à la tête du pays, quoi qu'il puisse en coûter. C'est aux Algériens, je crois, et à eux seuls qu'il appartient désormais d'emprunter le seul chemin qui mène à demain, celui d'une vraie réconciliation et de la catharsis pour se libérer de ces pulsions mauvaises qui infestent notre mémoire collective, notre être collectif. Algérie, un régime en perdition, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi mon ami et collègue Chaban Qassi, qui va rester avec nous. Merci, bonsoir Chaban. Et bonsoir aux invités et puis à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Merci. Lies Jbaili, ingénieur, économiste, financier, fondateur de l'Algérie droit devant. Lies Jbaili, merci d'être avec nous. Je vous remercie, M. Benchenouf, Jamel Din, pour votre invitation. Merci. Samir Yahyaoui, architecte, militant politique. Samir Yahyaoui, merci d'être là. Merci, Jamel, pour l'invitation. Et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors, depuis Alger, Chouki Hammoum, étudiant, hirakiste, qui va rester avec nous quelques minutes pour nous dire ce qui va se passer demain, selon lui, vendredi 119, je crois, Chaban. Voilà. Alors, nous allons commencer par Chaban, bien sûr. Alors, Chaban, des nouvelles ? Alors des nouvelles, pas spécialement, puisqu'on va revenir sur ces élections législatives imposées. Vous allez voir à l'écran nos confrères de Spoutnik qui reviennent sur cet entretien avec Nourdine Boukroh, ex-ministre algérien. Une campagne donc sur ces législatives qui a commencé le 21 mai dernier. Même si le nombre, vous le savez, des partis politiques et de candidats libres sont en nombre, les Algériens affichent un manque d'intérêt total pour ce scrutin. Pour l'ancien ministre, la démonstration est là, une campagne électorale qui semble être en cours, d'après les médias affiliés à l'État, mais dans la réalité, on ne rencontre pas les signes et les manifestations qui accompagnent en temps normal. Pardon de vous interrompre, Chaban. Quand vous dites affilié à l'État, moi je ne dis jamais affilié à l'État, moi je dis affilié au régime. Alors, reconnaître à ce système la qualité d'État,
Moi, je ne suis pas très d'accord. Hein. Très bien. Alors, je reprends. Je reformule. Non, pas du tout. D'accord. Je cite les mots de l'ancien ministre, Nourdine Boukrour, qui lui, bon, voilà, il explique que ces médias affiliés à l'État nous parlent d'une campagne. Mais dans le fond de ses propos, je suis d'accord avec lui, puisqu'il n'y a pas de campagne. Les manifestations, les signes qui accompagnent ce genre d'événements habituels sont inexistants. Donc, pas de campagne, des salles vides, aucun contact avec la population. Il est impossible aux membres du gouvernement, et encore moins à Tebboune, de s'offrir un bain de foule ou de débattre avec le peuple maintenant depuis plusieurs mois. Donc, impossible de connaître le contenu des projets et des programmes de ces candidats, mais vous me direz, faut-il encore qu'il y en ait? On rappelle que ces élections interviennent dans une crise profonde, un contexte de crise politique, économique, un front social et bien évidemment cette révolution algérienne. Toujours pour Nourdine Boukrour, tout indique que le taux d'abstention, ce boycott, sera le plus bas que ceux des scrutins législatifs, présidentiels et référendaires depuis maintenant l'indépendance, 62. Le boycott record pour lui est une certitude, mais il y a plus grave, il revient sur l'instrumentalisation du pouvoir concernant cette région de Kabylie qui exclut encore une fois totalement de se rendre au vote. Ils l'ont prouvé notamment dans le cadre du référendum et des présidentielles. Pour le pouvoir, en tout cas c'est ce que nous explique l'ancien ministre Nourdine Boukrour, que la voie serait ouverte par le pouvoir lui-même au séparatisme. Je ne vous apprends rien. Quant à la suite du Hirak, il est clair, après les élections, toujours la même détermination. Je prends ces mots face au pouvoir des forces qui tiennent absolument à l'aboutissement, en parlant de cette révolution des Algériens, à leur projet d'une Algérie démocratique où l'on choisira librement ses dirigeants. Voilà ce qu'il explique. La suite, en plus de ce boycott général attendu, les prochaines semaines, pour lui, le diront, mais il y a peu de chances que les choses s'améliorent du côté du pouvoir. Affiche suivante, on va revenir sur le Figaro. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé hier à la poursuite des réformes en Algérie. Ça peut se comprendre, il a déclaré ça devant le Sénat, mais voilà ce qu'il dit. Les autorités algériennes ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d'ouverture qui correspond aux attentes qui ont été exprimées dans le Hirak de manière pacifique et avec dignité par les Algériens. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes pour l'Algérie. Alors, contradiction, connivence, complicité et propos relevant certainement de la langue de bois. Le peuple est laissé à l'abandon, aucun dialogue ni ouverture. Pourquoi il nous parle ici de dialogue et d'ouverture? Voilà. Et il avait été interpellé par une sénatrice. Alors, très bien, il avait été interpellé. Madame Rousseau. Madame Rousseau. Exactement, Madame Rousseau, socialiste. Non, Rossignol. Rossignol, pardon. Oui, exactement, il y a quelques jours, exactement, ex-ministre socialiste, voilà ce qu'elle lui a dit. La répression que subissent les Algériens et les arrestations et condamnations de militants, citoyens, journalistes, réagissez. Et ce qu'il dit aussi, c'est important, c'est aux Algériens et à eux seuls de fixer les modalités de ce destin, dans le respect des libertés publiques, dans le respect de la liberté d'expression, dans le respect de la liberté de la presse, auquel la France est attachée partout dans le monde. Encore une fois, certainement contradiction, connivence, complicité, foutage d'eux. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire. Je reste poli dans les réseaux sociaux. Dans le respect des libertés publiques, dans le respect de la liberté d'expression, dans le respect de la liberté de la presse, on voit actuellement ce que subit le peuple algérien. Alors, ce qu'on reproche encore une fois à Jean-Yves Le Drian, je rappelle que la dernière fois qu'il s'est rendu en Algérie, c'est avant ce référendum, c'était le 16 octobre dernier. Et ce qu'on lui avait reproché à l'époque, c'est un référendum totalement rejeté, boycotté. Il n'en avait pas dit un mot. Donc là, ce qu'on lui reproche, encore une fois, c'est à aucun moment d'évoquer la féroce répression que subit, vous allez y revenir ce soir, le peuple algérien. Donc il utilise des mots qui sont totalement aux antipodes du pouvoir, puisque justement c'est totalement l'inverse. Je vous le disais, même comportement que le 16 octobre. Plus de 2000 manifestants ont été interpellés il y a encore ces 2 dernières semaines. Une centaine ont été placés en garde à vue, une soixantaine sous mandat de dépôt. Transition toute faite avant de vous quitter. On va avoir à l'affiche, ce n'est pas un film, ce n'est pas un scénario. Vous allez voir ici l'affiche de la photo d'Hicham Riyad, coordinateur du Rassemblement des jeunes pour l'Algérie. La chambre d'accusation Blida donc, confirme aujourd'hui la décision du juge du tribunal donc, de Blida du 29 avril dernier pour la mise sous contrôle, le placement sous contrôle judiciaire. Et avant de vous quitter, écoutez bien ça, les conditions du contrôle judiciaire. Comparution chaque semaine pour signer le registre du contrôle judiciaire, alors que dans le passé, c'était une fois chaque 2 semaines. Confiscation du passeport, interdiction de sortie des limites territoriales de la wilaya de Blida, vous ne rêvez pas, interdiction de participation à toutes les marches populaires, interdiction donc de s'exprimer sur Facebook. Il faut savoir que la semaine dernière, une perquisition a eu lieu chez lui. On lui a récupéré son ordinateur, notamment les gendarmes. Bientôt, on lui interdira peut-être de se nourrir.
Terrible. Mais je reprends ce que vous venez de me dire, c'est que M. Le Drian, je ne résiste pas à la tentation de relire ce qu'il a dit. Les autorités algériennes ont exprimé, et il répond à une question qui l'interpelle au sujet de la répression. Alors il dit, les autorités algériennes ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur, dans un esprit de dialogue et d'ouverture qui correspond aux attentes qui ont été exprimées dans le Hirak, de manière pacifique et avec dignité par les Algériens. Notre seul souhait, c'est la réussite des réformes au bénéfice de l'Algérie et des Algériens. C'est vraiment fort de café, c'est quasiment incroyable. C'est plus que de la langue de bois. C'est un affront fait à tout un peuple qui est en train de se battre pour essayer de, tout simplement, d'appeler à l'avènement d'un État de droit dans un régime qui est dirigé par une junte militaire qui ne recule devant rien jusqu'à désigner le président de la République à un moment où le peuple algérien, dans son entièreté, a largement, très vastement boycotté ce scrutin. Et rapidement, Jamel-Dine, voilà aussi ce qu'il dit, auquel la France est attachée partout dans le monde. Mais exprimez-vous sur cette violence féroce que vit le peuple algérien. Il dit, ont exprimé l'ambition de réformer l'Algérie en profondeur dans un esprit de dialogue et d'ouverture, etc. Malheureusement, Merci. je vous quitte. Merci Chaban, malheureusement pour nous. Merci. Alors, nous allons recevoir notre ami Chouki Hammoum. Chouki, marhaba bik. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Merci. Alors, Chouki, demain, vendredi, d'après vous et d'après les premiers signes, est-ce que le régime va déployer ses forces de sécurité, comme il dit, lui, de la même manière que ces 2 derniers vendredis? Est-ce que vous pensez que les Algériens vont pouvoir enfin manifester, s'exprimer pacifiquement comme ils le font depuis 2 ans, ou alors fermeture, plombage, blocus? تقدر تتكلم بالعربية ولا بالفرنسية كيما تحب؟ بيان سير صح. حر. انايا تخمامي يقول باللي وتفكيري يقول باللي النظام هذا حيواصل ضغطه الامني خاصة على العاصمة، خاصة على الولايات الكبرى، لكي يمرر انتخاباته كأن الحراك انتهى وكأن الناس ذهبت للانتخابات بتزوير الانتخابات كما العادة. يعني هذا مش شيء جديد على الجزائريين، لكن النظام هذا لم يعرف أنه بإنزال الأمن الكبير للعاصمة خاصة الجمعة الفارط هو انتصار كبير للحراك الشعبي. لماذا؟ لأنه النظام هذا في شخصياته الرسمية أولها الوزير السابق البوتفليقة اللي هو تبون قال انه الحراك ما يديرونجينيش، وقال باللي الحراك مبارك، وقال باللي الحراك شعبي مبارك نحى العصابه. كي راهو يخرج في هذا الانزال الامني الكبير شاك فوندردي شاك ماردي، راهو يجعلو يبلع الكلام تاعو ويدير السلطه في مأزق بتصريحاته الرسميه اللي قالها في قنوات رسميه، ولا التصريحات ليس معنى لها. يتم اعتقال أكثر من 2000 شخص في جمعتين، يتم اعتقال أكثر من 1000 شخص في شهر ثلاثاء، يتم تقديم أكثر من 100 شخص، يتم إدخال في الشهر الأخير أكثر من 100 شخص الحبس المؤقت. اليوم الحقنا باللي 3 موندا ديبو تاع اليوم نادية قالما ومن معها، الحقنا 185 معتقل رأي، يعني أكبر عتبة منذ بداية الحراك الشعبي. هذا يقول بالنظام راهن على الحل الأمني للحراك، يعني الحل القمعي، لكن لا يعرف هذا النظام أن الحراك هو فكرة، والفكرة لن تموت. لأي وقت ولأي مدى يستطيع هذا النظام أن يخرج كل أفراد الشرطة في كل ولاية يجيبها للعاصمة باش يقضي على الحراك الشعبي. ما راحش يقدر يكمل عام ولا عامين ولا شهرين ولا 6 أشهر، راح يحبس الإنزال الأمني تاعو. ولكن لحد الآن عبقرية الشعب خلات الحراك كل مرة يتأقلم، وهذا الميثود هذا تاع النظام هذا الخطرة شغل كلي الحراك يطومبان كيفاه ما لقاش يعني حل، كيفاه يفوتها كما يقول هذا نتاع النظام اللي يقفل عليه، موالف يقفل عليه من يخرج له من هيه. كيف هذه الخطرة الشعب ما لقاش، مازال ما لقاش، الحراك مازال ما لقاش يعني الأسلوب كيفاه يكون رد فعل قوي وذكي وسلمي. هو أكيد أنه الحراك الشعبي
النظام هذا في فترة الكورونا توقف تقريبا عامين، والنظام قام بكل الوسائل وقام بكل خططه وقام بكل ما أوتي من قوة لكي لا يرجع الحراك الشعبي، لكنه رجع بعد عام. يعني النظام هذا لو حبس الحراك هذا، ما نقولوش حبس المسيرات فقط منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، هذا مش انه خسرنا هنايا المعركه مع النظام هذا، المعركه مازالت متواصله وراح نخرجوا ان شاء الله. النظام هذا وقتاش يقول لك باللي قضيت على الحراك الشعبي هذا؟ لم يخرج ولا فرد تاع شرطه، ما يحتقل ولا واحد ثم يقول باللي انا قضيت على الحراك الشعبي. الثلاثاء الماضي شفنا باللي لم يخرج اي شخص، لكن تم اعتقال اكثر من 400 شخص. يعني النظام هذا ولا يعتقل اي واحد يمشي في طريق، هنا بحد ذاته وهذا انتصار لنا. النظام هذا دليل انه خايف من الحراك الشعبي، واكبر قوه ترعب هذا النظام هو الحراك الشعبي، لانه هو فقط من يريد تغيير النظام تغييرا جذريا. فقط شفنا انه النظام هذا بحملاته الانتخابيه اللي هو يتغنى بها هي عباره عن مهازل، حفلات، رقص، مسرحيات، نجيب لكم الفراوله الى اخره. هذا بين ان النظام باللي المستوى تاع الناس اللي راهو تاكل عليها تشد البرلمان هي ناس ما عندها حتى مستوى، والافراد اللي راهم يترشحوا البرلمان هم افراد الاحزاب الماضيه، ونعرفوهم هم افراد لا يستطيعون ان يقولوا لا لهذا النظام، فقط يستطيعون ان يقولوا نعم، وتماشوا مع بوتفليقه لمده 20 سنه. يعني النظام لحد الان ما قدرش يجيب وجوه جديده يقابل بها الشعب الجزائري، حتى في مشاكله الاجتماعيه فشل، لم يستطع حتى توفير الزيت. في الايام الاخيره انا نشوفوا باللي وسط العاصمه الجيسون المياه ما كاش، ما قدرش النظام حتى يوفر الماء للشعب هذا. حب انه يقضي على الحراك الشعبي، ما قدرش حتى يضمن الامن للمعلمات في الصحراء اللي صرا فيهم وش صرا فيهم، وما كان لا نعاودوا الهضره. وياتي بانزال امني كبير للعاصمه. لو فقط ذهب بسيارتين شرطه لبرج باجي المختاره وبالسكره لم يحدث ما حدث. لكن النظام هذا هو يترك كل مصائب صرا، ومشكلته فقط انه القضاء على الحراك الشعبي. شكرا شوقي هموم. فرصة أخرى إن شاء الله. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. Nous venons donc d'accueillir Tahar Sisrir, militant politique. Tahar, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci de m'avoir invité. Merci. C'est un plaisir en fait de partager votre vie avec des camarades. Merci. Alors, Shouqi Hammoum qui nous parle donc de ces mises sous contrôle judiciaire, de ces répressions, de ces incarcérations, de ces interpellations. Avant de commencer la discussion sur le demain, d'abord, nous allons vous montrer une petite vidéo d'un avocat de TBSA qui s'est rendu à Kharrata, Raouf Arslan, maître Raouf Arslan. Vous alliez en parler, Elias Zubeili. C'est ça? Enfin, oui, au fait, il a été incarcéré. Et il a été mis sous contrôle judiciaire. Alors, écoutez pourquoi il a été mis sous contrôle judiciaire à notre connaissance par rapport à ce qu'on nous a communiqué d'informations. Écoutez bien cet avocat qui s'est rendu à Kharrata et qui a eu l'audace de dire ce que vous allez entendre. معتقلين انا تسمحوا لي نقولها لكم، اي معتقل دخل للسجن هذه تقصير منا احنا كامل، لانه لو كان نوقفوا على كل واحد يحاولوا يعتقلوه نمنعوا ولا واحد يعتقل. لو يتم اعتقالهم ولو نوقفوا ونعاودوا نخرجوهم في بعض الولايات راح نواجهوا النظام. هذه هي وسائلنا السلميه واللي هي تصنع نواه للحراك للمراحل القادمه. مانيش حاب نطول اكثر من هكذا. انا اتمنى انه نخرج اليوم بتنسيق مع كل الولايات باش يشوفوا كيفاش يكون التصعيد، كيفاش تحميوا المعتقلين، واخطر ما في الموضوع كيفاش نحبسوا الانتخابات عاديه. Il a appelé à une attitude responsable de monter en cadence du Hirak de façon pacifique, il l'a précisé plusieurs fois, et il a été tout simplement mis sous contrôle judiciaire. Il a appelé au lien de réciprocité. Il a surtout appelé à l'adhésion de toutes les autres wilayas. Oui, mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit empêcher les arrestations. Oui. Ça veut dire arracher de la main d'un policier l'arrestation d'un citoyen. On en a eu une discussion une fois, vous et moi, ici, Jamel, on a parlé d'un lien de réciprocité entre citoyens. Eh bien, empêcher l'arrestation d'un citoyen innocent, c'est un lien de réciprocité
dans une La société. réciprocité, à mon sens, à moi, c'est je vous fais ce que vous me faites. C'est Absolument plutôt pas. que, Le lien de plutôt que réciprocité. la Non, solidarité. absolument pas. Le lien de réciprocité dans les études sociologiques, c'est que quand un citoyen se sent proche d'un autre citoyen, quand il s'agit des valeurs et des fondements de la société. Puisque vous le dites. Alors, d'abord, Tahar Sisserir, une correction. Vous êtes donc un des membres organisateurs du Hirak parisien. Vous rendez régulièrement place de la République au Stalingrad, où vous animez, vous coordonnez. Il s'est passé malheureusement un incident assez à Stalingrad entre votre collectif et celui du MAC au sujet d'un emplacement. Personnellement, et je le déplore et je demande pardon à la personne, ce militant de votre collectif, j'avais dit, sans vérifier l'information et sans la recouper, que la police avait tiré sur les pneus de la voiture, ce qui n'est pas vrai, vous allez nous le confirmer, et que ce monsieur s'apprêtait à foncer sur des militants du MAC. Les images sont claires, ce n'était pas le cas visiblement, mais vous allez nous expliquer. Alors, d'abord, je m'en excuse très humblement auprès de votre militant. C'est une faute professionnelle de ma part, je l'assume totalement, mais je vous en prie, dites-nous ce qui s'est passé. Tout d'abord, notre collectif est contre toutes sortes de violences. Quel que soit l'auteur. Donc ça, c'est un principe de base, parce que la colonne vertébrale de notre révolution, belle révolution, c'est la silmia, c'est le pacifisme. Donc nous, on a toujours communiqué comme ça. On a expliqué que la silmia, c'est la force et c'est le moteur de notre révolution, et ce qui va permettre en fait d'arriver au point en fait où on veut, dans les meilleures conditions. Donc on doit rester attaché à ce principe, à cette valeur. Mais pourtant, ça n'a pas été le cas ce fameux dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Justement. Les gens du MAC vous accusent de leur avoir pris le remplacement habituel. Pas seulement. Donc moi, je suis arrivé à 11h. Donc je suis avec deux militants de Libérant. Donc les militants du MAC sont arrivés 1h30 ou 2 heures après. Et ils vous ont demandé de déguerpir. En fait, ils nous ont dit que la place Stalingrad, c'est notre place. Vous avez l'habitude d'organiser des rassemblements à la place de la République. Pourquoi vous avez changé de place? Pourquoi? Alors que, en fait, dans le fond, ce n'est pas notre choix. C'est la préfecture qui nous a imposé en fait, de changer les lieux. Et d'ailleurs, on a expliqué pendant 2 jours à la préfecture de Paris qu'on ne peut pas organiser un rassemblement dans un endroit réduit, alors que, en fait, il y a 2 mouvements qui ont des revendications contradictoires. Donc le MAC et le Hirak. Voilà, le MAC et le Hirak. Donc on ne peut pas organiser. Donc vous êtes en train de préparer une bombe. Donc on a refusé en fait d'y aller à la place de Stalingrad. La préfecture a fait tout. Vraiment tout, pour nous envoyer en fait et préparer une poudrière. Donc, je pense que c'est ça en fait, en fait la cause principale. Donc, ils nous ont demandé de partir. Du coup, nous on leur a expliqué que vous n'êtes pas assermenté pour demander à quelqu'un de partir ou d'y aller dans un autre endroit, et vous n'êtes pas des policiers. Donc, il faut respecter les gens. Le premier arrivé a le droit de... Non, on n'a pas dit ça. Moi, personnellement, j'ai essayé en fait, de discuter avec eux, leur donner mon numéro et leur expliquer que pour les prochains rassemblements, on va s'appeler, on va se mettre d'accord, ça ne me pose aucun problème. Donc, ils ont refusé, ils ont dit, nous, c'est le service d'ordre. Donc, les agresseurs ont fait le choix de passer en fait, à la violence. Donc, ils ont arraché la banderole, puis le drapeau. Il y avait un drapeau, d'ailleurs, vous allez voir en fait, sur la photo, en fait, le drapeau qui a été arraché. C'est bien ça, ouais. Oui. C'est bien ça. Donc, je l'ai pris en photo. Donc, un de nos militants n'a pas supporté en fait, le fait d'arracher en même temps les banderoles que lui a placées, parce que c'est lui qui est responsable, en fait, c'est lui qui s'occupe en fait, de l'accrochage en fait, des banderoles. Donc, le fait de voir le drapeau algérien et la banderole arrachée
Il n'a pas supporté, donc il a essayé en fait de contester ça au début par les paroles. Les militants, les agresseurs ont fait le choix en fait de passer à l'action et de commencer à le taper. On lui a mis le maillot en fait sur la tête, donc il commençait à le taper et il a réussi en fait à faufiler. On va voir les photos, les images de la voiture, hein, mais allez-y, poursuivez. Donc il a réussi à faufiler et rentrer en fait dans le fourgon. Et je suis d'accord qu'il aurait dû partir directement, mais il a fait en fait des tours. Par contre, il a ici par tous les moyens. Il n'a écrasé personne. Il n'a écrasé personne. Donc je pense que, d'ailleurs, je mettrai une deuxième parenthèse, je fermerai la parenthèse sur ce sujet. Nous, on est contre toutes les violences, mais les agresseurs doivent arrêter. Ils doivent arrêter en fait d'agresser les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux ou parce que ils veulent jouer en fait le service d'ordre de je ne sais qui. Parce que service d'ordre de ton collectif, ça ne veut pas dire service d'ordre de toute la République ou de toute la place Stalingrad. Donc je condamne l'acte en fait, de violence, la cause. Et comme je l'ai expliqué au début, nous sommes contre toutes les violences. Et la personne qui a donc appelé le chauffeur du fourgon, il aurait dû ne pas faire ça. Il est passé en justice. En fait, donc comparution directe. Oui, comparution immédiate. On l'a relâché hier. Donc, il va repasser en fait Nous voyons les images du véhicule, voilà, allez-y. Et d'ailleurs, il a été placé en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, oui. Donc, d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, dès l'arrivée des policiers, il s'est arrêté et il a obéi. Et il n'a pas montré aucune résistance. Ouais. Il a tempéré, il n'a pas montré aucune résistance. Donc, il a été rassuré par la présence des policiers. Donc, je pense que les gens qui essaient en fait de rajouter, On a écouté la vidéo filmée par les gens du MAC, les Algériens veulent nous tuer. Non, ce n'est pas ça. Franchement, ils doivent sortir même ces discours de haine et de la violence. Ils doivent revenir un petit peu à la raison parce que nous, notre adversaire, c'est le pouvoir algérien. Moi, je n'ai pas d'autres adversaires. J'ai un seul adversaire, c'est le pouvoir algérien. On doit gagner la bataille, même si, dans le fond, moi, je suis contre tous les discours de haine, du racisme, parce que l'Algérie de demain donnera le droit même à la petite poussière de Tamanrasset ou la petite poussière des montagnes de Kabylie. Donc, ça veut dire l'Algérie de demain ne va pas exclure les Algériens, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur. Donc, c'est une révolution qui donnera le droit à tout le monde. Donc, on va repartir sur d'autres bases qui ne sont pas les bases où, en fait, ce qu'a fait le pouvoir depuis l'indépendance, c'est-à-dire il a divisé les Algériens. Très bien. Alors nous allons passer à la suite. Alors demain, vendredi 119, je pose la question à vous trois. Alors d'après vous, d'après ce carcan du régime qui tente d'étouffer coûte que coûte le Hirak, de l'empêcher de manifester, surtout à l'approche des élections qui menacent d'être très massivement boycottées. Lies ? Alors, tout d'abord, je commence par les élections. Un mot très court, concis, c'est un non-événement pour le peuple algérien. On va arriver aux élections. Nous allons parler de demain, vendredi, d'abord. Alors, je souhaiterais répondre à M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, parce que sa réponse à Madame la sénatrice Laurence Rossignol elle est décevante, hypocrite, et il applique toujours la langue de bois. Moi, je vais lui répondre en tant que citoyen. Il soutient le régime. Macron soutient le régime. Le gouvernement français soutient le régime. Ça, nous le savons. C'est pas quelque chose de sorcier. Le régime, c'est quoi ? Je fais la sémantique entre le régime et l'État. Le régime ne représente pas l'État. L'État est une chose, le régime c'en est une autre. Le régime, c'est quoi en un mot ? C'est la répression institutionnalisée à travers le territoire, les enlèvements du jour comme de nuit, les rafles, la restriction de toute liberté fondamentale. Et le Hirak
Le Hirak, il est toujours debout, le Hirak. On est dans. Moi, je Oui, dirais- mais il est empêché de s'exprimer. Oui. On les a vus les 2 derniers vendredis. Ça a été un véritable blocus. Oui, c'est pas un blocus, parce que le Hirak, dans une révolution, à un certain moment, il faut innover. Moi, je l'ai toujours dit, on ne va pas revenir là-dessus, le Hirak, c'est-à-dire des manifestations le vendredi. Est-ce que, pour moi, le vendredi, ça reste largement suffisant? Mais il faut se mettre dans le contexte. Donc le régime, il veut étouffer le Hirak par tous les moyens. Par tous les moyens. Alors, faudrait-il innover? Oui, il faut innover. Mais dans toute révolution, il y a des hauts, il y a des bas. Pour moi, le 118, le vendredi dernier, c'était une réussite. Oui, c'était une réussite parce qu'ils ont mobilisé plus de 130 000 policiers, à ce qui paraît, à travers le territoire. Moi, je voulais faire le compte. Il y a combien de policiers? Mais quasiment, peut-être, il y avait des agents extérieurs ou des militaires qui étaient habillés en policiers. Donc forcément, parce que Alger la blanche, c'était Alger la bleue, c'était complètement quadrillé. Il y avait même une chasse à l'homme. Dans les quartiers populaires de Bab el Oued, il y avait une chasse à l'homme. C'est-à-dire, on enlève, on réprime hommes, femmes, enfants, sans distinction. 900 arrestations, nous signale-t-on. Les arrestations, n'en comptons pas. C'est-à-dire des arrestations massives, arbitraires. Moi, je dirais des enlèvements, des rafles, quasiment. C'est des rafles. C'est-à-dire, voilà, on rafle les personnes, que ce soit pacifique, c'est une rafle institutionnalisée à travers tout le territoire, parce que le régime, il est en fin de vie. Il n'a aucune carte. Plus il réprime, ça veut dire que la solution ça veut dire la solution politique, elle s'écarte. Il écarte la solution politique, il la compense par une répression massive. Samir Yahyaoui. Concernant demain, moi, la prévision, elle tombe pour le même schéma que la semaine dernière et celle d'avant. J'avais dit sur votre chaîne, ça a créé un petit tollé, mais j'assume entièrement que le vendredi dernier, ce n'était pas une réussite, c'était un échec, mais ce n'est pas un échec du Hirak. Je dis c'est un échec puisque la marche n'a pas eu lieu. On marche depuis 2 ans et on n'a pas marché le vendredi. Alors je ne peux pas appeler ça une réussite, j'appelle ça un échec. Mais ce n'est pas un échec dû au peuple. C'est-à-dire que le régime a réussi à bloquer pendant 2 semaines, les vendredis, et 3 mardis, les marches habituelles des étudiants. Ce qui me ramène... Des étudiants seulement, les étudiants et le vendredi aussi. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Je dis 2 vendredis empêchés et 3 mardis. Oui, d'accord. Voilà. Ce qui fait... ça me ramène à dire... à ce que j'avais dit d'ailleurs en mars 2019, c'est-à-dire 1 semaine ou 2 semaines après le 22 février, que c'est comme quand on a un arbre, Jamel, et que cet arbre perd ses feuilles et ses branches. Mais le tronc reste debout. Le Hirak aurait dû, et maintenant il faut vraiment impérativement le faire, et on va faire la différence et la sémantique entre 2 mots, aurait dû avoir une coordination et des porte-paroles. Une coordination n'est pas une représentation. Pourquoi? Parce que s'il y avait une coordination, les branches et les feuilles dont j'ai parlé, c'est la marche. Mais le tronc aurait été la coordination et les porte-paroles qui auraient fait un communiqué le vendredi. Et ça montre que le Hirak est toujours là. Évidemment qu'il est là, mais avoir cette coordination lui donne une autre force. Ça lui donne une deuxième façade qui est difficile à réprimer. Beaucoup de gens nous ont dit, mais s'il y avait une coordination, ils auraient été arrêtés et mis en prison. Je termine sur ça. C'est le détournement de l'avion de Aït Ahmed Boudiaf Ben Bella en 1956 a fait que ces dirigeants-là sont devenus légitimes et que l'affaire algérienne s'est internationalisée. Ce qui fait qu'il faut avoir le courage de se doter d'une coordination. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez prendre la parole. Oui, absolument. Très bien. Avoir une coordination et des porte-paroles.
Lias, vous vouliez réagir, puis je donne la parole à Moi, je Tahar. suis pas d'accord. Mais très vite, hein. Oui, très vite. En fait, l'événement de 56, l'avion qui a été arrêté, oui, c'est parce que en 56, c'est que Charles de Gaulle, il a compris que la France, l'époque française coloniale est bel et bien terminée en Algérie, en 56-57, quasiment. Voilà. Donc après, je vois pas le rapport. Oui, tout à fait. C'est un événement. Je vois pas le rapport entre ce que vous dites et ce que j'ai dit. Moi, j'essaie de raisonner de façon rationnelle et j'essaie. C'est exactement ce que je viens Oui, de tout faire. à fait. Mais voilà. Très bien, alors Tahar. Allez-y, allez-y. Voilà, moi je dis que l'horizontalité, quand un mouvement est horizontal, sur le plan mathématique, je pense que tu as fait les maths comme moi, quand il y a une horizontalité, il y a une infinité de points. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est-à-dire le pouvoir, il ne peut rien faire, parce que la révolution est horizontale, les forces sont horizontales, il y a une infinité de points, il n'arrive pas. Mais sur le plan, par rapport au Hirak, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand c'est horizontal... Il a empêché la tu me manif. laisses développer après, s'il te plaît. Il a empêché la manif. Oui, alors mais empêcher, c'est normal, empêcher. l'horizontalité, Mais c'est elle a normal. eu une limite. Mais parce que c'est asymétrique. Et vous, quand vous parlez d'horizontalité, Oui, ça veut dire vous évoquez quelque part qu'il y a une verticalité. Non, je pas viens de dire, verticalité. je viens de dire coordination et Oui. porte-parole ne veut pas dire tu es en représentation. train de mélanger et des entre leaders. une coordination. Moi, je te parle du Hirak comme il est. Le Hirak, il est horizontal. Ça veut dire, si j'ai bien compris l'ISB, je donne la parole à Tahar, quand c'est vertical, c'est plus facile de réprimer, de contrôler le mouvement, de le contraindre. Alors, quand c'est horizontal, il y a trop de... Oui, au fait, là, et l'horizontalité, c'est quoi horizontal? C'est difficile d'enfermer le Hirak. Tout à fait, voilà. Alors, Tahar. En fait, on avait l'expérience en 2001 parce que le pouvoir a les moyens d'imposer ces éléments. Ces éléments, ils ont les moyens, ils ont leur technique parce que les agents, ils savent faire, ils savent imposer en fait les porte-paroles. Donc c'est un piège en fait d'y aller vers la structuration des porte-paroles. Hein. Donc moi je parle pas en fait de l'organisation parce qu'il faut des syndicats. Ça c'est clair, il faut mettre des syndicats, il faut balayer les syndicats jeunes. Parce que les syndicats jeunes sont là pour justement empêcher en fait la revendication sociale, empêcher en fait la lutte sociale. Donc il faut des syndicats étudiants et se débarrasser en fait des syndicats misants. Il faut organiser en fait des collectifs, il faut réfléchir, il faut travailler en fait sur le projet. Par contre, avoir des porte-paroles pour avoir des porte-paroles et on passera en fait de... Je parle de coordination nationale. La coordination nationale coordination. Coordination nationale en fait de tous les collectifs, ça n'empêchera bah oui. On peut mais elle n'existe pas. Par contre, dire... ça fait 2 ans qu'elle n'existe pas. Dire que le Hirak c'est un échec, alors que... Alors pardon. Attendez. J'ai bien dit, j'ai bien précisé que c'était la marche et que c'était pas le Hirak. Voilà, on va dire ça. On en avait parlé. En fait, la révolution, pour moi, la révolution, je suis convaincu. Elle est là. Sur le plan philosophique. Pas tous ensemble, s'il vous plaît, parce que ça devient... Est-ce que vous pouvez me laisser Ma question est simple. Vous ne pouvez pas tous parler en même temps, ce n'est pas possible. Donc la révolution, pour moi, je suis convaincu. En fait, la révolution, elle a toujours un horizon politique. Nous allons nous laisser parler les uns les autres. Samir, est-ce que vous pouvez me laisser Bien sûr, bien sûr. La révolution, pour moi, j'ai ma vision philosophique. Oui, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai ma vision philosophique de la révolution. J'ai travaillé en fait sur le sujet. La révolution, c'est une courbe comme ça. Il va en fait monter, descendre et repartir. Donc, comme la révolution du soleil. Voilà, donc il va repartir, il va se reconstruire, il va se comme la révolution de la Terre autour du soleil. Hein, pas faire de... Donc, c'est pas une courbe. En fait, je veux dire, c'est pas une courbe qui va partir comme ça. Tout le temps, il va monter. Alors, moi, j'ai une question. J'ai une question pour vous mettre, pas pour vous mettre d'accord, pour essayer de comprendre. Oui. Le Hirak, aujourd'hui, il semble être arrivé à une phase où il doit se renouveler d'une façon ou d'une autre. Alors, comment, d'après vous, devra-t-il... Samir dit qu'il faut qu'il y ait une coordination nationale. Il faudrait nous expliquer un peu plus. Tahar dit qu'il faut s'appuyer sur les syndicats, surtout et essayer de balayer les jeunes, comme on dit en termes syndicaux. Vous dites qu'il faut maintenir l'horizontalité. Non, je vais développer parce que. Alors, je vous laisse. Parce que Samir, en fait. Comment faire? Voilà, comment pour faire essayer de passer à Tout une à fait. étape. Allez, on va utiliser un langage très simple. Hein. D'accord. Très simple.
La faiblesse de l'horizontalité, c'est à un certain moment, il n'y a pas de représentativité, c'est-à-dire c'est une révolution qui part dans tous les sens, c'est ça en fait. C'est le propre de l'horizontalité, c'est une infinité de points. Juste une question. Avant de parler de coordination nationale, il faut déjà coordonner, il faut faire des comités interquartiers transversaux entre Bab-el-Oued, entre Belcourt. Est-ce que, avant de parler de coordination nationale, quand on parle de coordination... on le laisse parler. Non, pas la nuance entre la coordination et les mécanismes à mettre en place pour arriver. Parce que j'ai compris... Vous parlez des mécanismes. Oui, non, mais, tout à fait. Mais la coordination nationale a pour vocation de dégager des représentants, en fait. C'est ça, en fait, le but. Je viens de dire oui, porte-parole, mais... Non, porte-parole, non, représentant. Porte-parole, représentant. Je viens de dire coordination et porte-parole. On va laisser parler Elias Jbaili, puis ce sera... Ne mettez pas juste des mots que je n'ai pas prononcés. Non, mais moi personnellement, c'est comme ça, je le comprends peut-être, je manque un peu de lucidité. Il reste une minute, je vous demanderai de ne pas l'interrompre. Mais c'est que tu pars dans tous les sens, on a du mal à expliquer ce que tu veux dire. C'est-à-dire, tu emploies des mots, quand tu emploies la coordination nationale, c'est quoi pour toi une coordination nationale? C'est quoi? Allez, tu me donnes c'est quoi une coordination? Allez, il va nous l'expliquer, Samir Hiaoui. Samir Hiaoui, en 3 minutes à peu près, je vous en prie. Il n'y a même pas besoin de 3 minutes pour expliquer c'est quoi une coordination nationale. Une coordination nationale, c'est celle qui met d'accord tout l'ensemble des gens du Hirak à la sortie d'un vendredi sur, par exemple, quels sont les slogans à revendiquer, quelle est la démarche à suivre, quels sont les cheminements à prendre. Comment aboutir à une telle organisation? Comment coordonner avec les gens maintenant? Alors, pardon, il y a on va laisser Samir Hiaoui s'exprimer. Alors, vous m'avez posé la question sur la coordination, vous avez eu la réponse. Non, j'ai pas eu de réponse. Mais évidemment, je viens de répondre. Non, pardon. Bien sûr que si. Non, ce n'est pas une réponse. Bien sûr que si. Je ne prends pas comme réponse. Est-ce que je peux parler au moins? Pardon, je termine. Alors, Samir Hiaoui, comment... c'est facile de le dire comme ça. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais comprendre ça, comment désigner une telle coordination. Comme ça ne va pas sortir de la lampe d'Aladin. Bien sûr. Et ça, c'est les mécanismes à mettre en place. Une coordination nationale fait en sorte que la revendication le vendredi sur tout le territoire national soit la même. Mais on ne parle pas de ce... Alors, les mécanismes. Comment la mettre en place? C'est les mécanismes. Comment la mettre en place? Mais évidemment. Non, mais comment la mettre en place? Mais c'est ce que je vais répondre. Non, du tout. Allez-y. Je vais répondre. Il va répondre. Je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Alors, avant de vous mettre avant de dire non, essayez d'écouter votre interlocuteur et vous allez voir mais que c'est pas comme ça qu'on fait une émission. Je suis désolé. Essayez de répondre, Samir. Je vais répondre. De façon claire, comment mettre en place... Laissez-moi répondre, je vais le faire. Allez-y. Alors, et c'est là où je le rejoins. Il peut... Ben oui. S'il vous plaît, Elias Jbaili, il faut le laisser parler. Je t'en prie, parce que c'est une émission sérieuse. Alors, nous disons une coordination nationale. Comme ça. Et évidemment, tout ça peut démarrer des collectifs au niveau des quartiers, au niveau des wilayas, au niveau des syndicats. Et à ce niveau-là, on sort des représentants de ces collectifs-là, des syndicats. Ces collectifs-là discutent avec l'ensemble des autres collectifs de toutes les autres wilayas pour faire une coordination. Vous êtes en train de nous parler d'une sorte de génération spontanée de Mais l'organisation. absolument Ça veut dire pas. du jour au lendemain, les quartiers vont générer leurs ils représentants, les existent wilayas, ils n'existent pas. Mais si. Ça se saurait. Si, il y a dans les quartiers des groupes qui font, ceux qui préparent les pancartes, ceux qui préparent les slogans. Et au niveau wilaya. Et bien justement. Et au niveau régional. S'il y avait cette au niveau ville. Mais justement. Au niveau village. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si tous ces collectifs-là discutent avec l'ensemble des autres dans toutes les wilayas en sortant un représentant, et on aboutirait à une coordination nationale. Cette coordination nationale, encore une fois, je dis, elle ne représente pas, mais quand il s'agit d'un vendredi empêché, elle peut se permettre de faire un communiqué. Moi, je vais répondre par expérience à Samira. Donc, dans un collectif, il suffit de désigner un représentant, ça provoquera une guerre à l'intérieur du collectif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le pouvoir arrivera à mettre les uns contre les autres. Et on a discuté déjà de ça, on a réfléchi, on a échangé, on a essayé en fait d'organiser des cercles de réflexion. C'est un problème. En fait, mettre
une organisation avec des représentants et des porte-paroles, c'est donner faciliter la tâche au pouvoir pour mettre la zizanie à l'intérieur du Hirak. Par contre, c'est le moment de se mettre d'accord sur une feuille de route, sur des revendications claires. Mais qui va se mettre d'accord? À partir du moment où il n'y a pas l'organisation. Les collectifs. Mais quel collectif? Est-ce qu'il syndicats, y a un collectif de Biskra, un collectif de Ennaba, un collectif de Wahran? On va Wahran? mettre en place. C'est pas difficile de mettre en place en fait, des collectifs. Comme ça, en claquant des doigts? Non, ils se connaissent, Djamel, entre eux. Les gens se donc reconnaissent entre eux maintenant. Ils peuvent mettre au en bout de place 2 en fait ans. des collectifs. On va se mettre Au bout de 2 ans, d'accord. les gens se reconnaissent. Mais c'est pareil, vous êtes en train de dire que le régime va infiltrer ces collectifs. Non, mais c'est pareil. En fait, il ne peut pas manipuler une feuille de route. Il ne peut pas manipuler en fait des revendications claires qu'on mettra en fait sur un papier. Ça, personne ne pourra le manipuler. Donc, et on peut désigner en fait des médiateurs qui vont déposer uniquement la liste de revendications. Alors, ça, on évitera justement toutes les je suis manipulations. Nous complètement n'avons d'accord pas besoin de représentants. Alors, parce que le Hirak doit rester horizontal. Demain, le problème est que demain, vendredi 119, le régime est en train de mettre en place déjà les dispositifs policiers. Que doivent faire les hirakistes pour essayer de forcer ce blocus, essayer de se redéployer? Je ne sais pas, faites des propositions. Par exemple, rester quartier par quartier, faire le mehras ou zgharit les quartiers, pavoiser les balcons et les trucs. Alors, l'IAS, on va faire... Mais s'il vous plaît, on va essayer de rester dans cette question. Tout à fait. Alors, comment faire demain pour essayer de contourner ce blocus? Moi, je ne sais pas comment ça va se passer le vendredi 119. Personne ne sait, mais Personne ne le sait. Quelles sont vos propositions? Mes propositions sont très simples. Maintenant, si Jamel Din, je vous dis, il faut innover, vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par innover? Maintenant, c'est à l'intérieur, aux compatriotes qui se trouvent en Algérie, c'est à eux de trouver, de résoudre cette équation. Sortir, ça va être réprimé. Que vous soyez pacifique ou pas, ils vont vous réprimer. Alors, moi je dis, les quartiers populaires, ils vont être surveillés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres quartiers à Alger pour essayer de faire démarrer essayer de démarrer la marche? Est-ce qu'il ne faut pas la décaler avant, après? Pourquoi choisir aussi le vendredi? Le vendredi, pourquoi ne pas choisir un jeudi? Pourquoi ne pas généraliser? Oui, mais c'est par rapport à la prière du vendredi. Oui, c'est le plus grand meeting des Algériens. Je comprends, mais j'essaye de dire parce que le dispositif il est mis en place à partir de 7h, 8h du matin. C'est-à-dire à 7h, 8h du matin, quasiment, Alger, elle est quadrillée. Les gens qui viennent de... Et si on change de vendredi, on met par exemple mardi, qu'est-ce que ça va changer? Non, ils vont quadriller de la même manière. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, au fait, c'est compliqué de répondre. Honnêtement, c'est compliqué de répondre à l'équation. Maintenant, il y a un sacrifice à faire. C'est-à-dire, il faut sortir jeudi, vendredi, toute la semaine. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, moi, je propose... je me permets juste une petite proposition. Pourquoi vous ne proposeriez pas? D'accord, non, mais votre droit, vous êtes citoyen algérien, vous êtes hirakiste, vous avez le droit de faire une proposition. Absolument, mais je suis un peu gêné. J'essaye un petit peu d'être un peu plus rationnel quand on propose. La désobéissance civile. Le vendredi à la répression, ne pas sortir, rester tous à la maison et ne pas... C'est une forme de désobéissance civile. Pourquoi ne pas baisser les rideaux? Pourquoi ne pas déclencher une grève générale? Les sociétés privées, les sociétés nationales qui vont converger ensemble. Pourquoi d'autres corporations? Coordination, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez trouver... Se maintient le Hirak en vie. Non, il n'y a pas de souci. Quand quelqu'un est allongé et qu'on lui met un tuyau pour respirer, c'est à ça que ça sert la coordination. C'est pour permettre au Hirak de respirer avec des communiqués. C'est ce qui se passe, pardon. Je t'en prie. Le fil à couper le beurre, il existe. On ne va pas l'inventer. Okay. Des révolutions dans le monde, il y en a eu par centaines. Oui. Vous prenez tous les livres d'histoire. Oui. Chaque révolution, elle a eu un horizon politique. Elle a eu une coordination. Oui. Alors, si l'exception algérienne a réussi, on aurait fait tomber le régime. Pardon de le dire, mais ça n'a échappé à personne.
il est encore en place. Alors, on dit que le 12 juin, il est encore en place, c'est une réalité. Il est en place. Non, mais juste une question, je reviens Le sur un 12 petit point, juin, s'il te plaît. oui. Est-ce que, comment on prend 2 wilayas? Allez, là, un problème qui est ouvert. On veut coordonner entre la wilaya de Tizi Ouzou, d'Alger et Biskra. Comment tu vas faire? Comment tu vas coordonner? Alors, concrètement parlant? Je vais te donner une information. Je vais te donner une information. Vas-y. Alors, on prend un exemple même de Adrar, où moi, personnellement, je parle à des militants de Adrar et à des militantes de Adrar. Il se trouve que le groupe de Adrar, les centaines ou les milliers de personnes qui sortent, sont coordonnés à Adrar par une trentaine de personnes, et sur ces trentaines de personnes, il y a eu 10 qui ont été arrêtés. Ces 30 personnes, ils discutent avec les gens à Alger, ils sont en réunion avec eux, ils parlent avec eux, mais ils discutent par les réseaux sociaux, mais ils ne se sont jamais mis d'accord sur une coordination. Alors, il y a un moment, on a envie de leur dire, mettez vos différends de côté, mettez vos idéologies de côté et faites une coordination au nom du Hirak. Et comme l'a dit Tahar Cissé, pour aboutir derrière un socle et à une feuille de route. Voilà ce qu'il faut faire. Et la feuille de route et le socle, c'est l'horizon politique qui existe dans chaque révolution. Et comme l'a si bien dit, on peut infiltrer des groupes, mais quand on est d'accord sur une feuille de route et sur une charte, mais qu'est-ce que vous voulez infiltrer sur quelque chose qu'on a décidé? Ici, la place des Républiques, on avait du mal à faire. Juste un point. Non, mais alors si on a du mal à faire tout ça, à ce moment-là, abandonnons. Non, c'est pas. Bon, alors, abandonnant. Je donnerai un exemple là, de la révolution, par exemple, au Chili. La révolution a commencé en 1907. C'est des syndicalistes. Bon, il n'y avait pas le droit de grève. Ils ont tenté de faire une grève et ça a commencé. Donc, ça a commencé en fait en 1907 jusqu'en 1973. Donc la révolution, il y a le temps révolutionnaire. Moi, si je parle en fait de temps révolutionnaire, il ne faut pas se précipiter parce que notre révolution, c'est une belle révolution qui a formé des millions de militants. Des millions de militants. C'est-à-dire quand une révolution te forme des millions de militants, donc c'est quelque chose de sûr. Quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, c'est difficile de former des militants. C'est difficile de faire adhérer à une vision politique un nombre important comme en Algérie. Donc le fait de former ça, parce que et moi comme j'ai été syndicaliste, j'ai été militant politique, je sais à quel point c'est compliqué de le faire. Donc le fait de former autant de militants, le fait de formuler autant de propositions, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui ont été formulées, le fait d'écrire autant d'articles, le fait de produire autant de livres, donc la révolution s'est armée et il s'arme de plus en plus. Donc c'est très rassurant. Mais, par contre, il faut y aller doucement. Parce que il faut y aller doucement. Pardon. C'est important de vous interrompre. Il faut aller doucement. On ne peut pas se permettre, puisque les Algériens, pour le moment, ils manifestent pacifiquement, doucement, de façon très civilisée. Mais il y a une crise économique énormissime qui va débouler et qui risque de faire dégénérer le Hirak pacifique, le Hirak revendicateur d'aspiration politique, en un Hirak de colère. Parce que la crise économique qui va arriver, les Algériens n'imaginent même pas son ampleur. Ça va être terrible. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, de façon spontanée, une organisation de cellules au niveau des quartiers, au niveau des villages, lesquels, je vous donne un exemple, là, par exemple, Bab el Oued qui désignerait 10 de ses représentants, un quartier plus petit qui désignerait 5, et tous ces petits collectifs désigneraient chacun, au niveau de la ville, au niveau du village, au niveau du quartier, des représentants qui pourraient devenir une sorte de congrès national connu, composé de très nombreux militants. Ça veut dire qu'ils ne seraient donc pas tentés de prendre le pouvoir sur le Hirak et qui, à ce moment-là, ce congrès pourrait dessiner une sorte d'objectif au Hirak. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? On parlait de ça en fait, pour éviter, en fait, parce que le pouvoir a une facilité incroyable de mettre la zizanie, d'infiltrer et mettre la zizanie. Déjà, on a eu l'expérience. Hein. Donc on reste comme ça. Il disait des choses sur d'autres. En fait, on a l'expérience. Moi, quand je parle, en fait, c'est par expérience. Mais c'est urgent. Déjà, au sein du Hirak, ils essaient en fait de diviser au maximum. Hein. Samira dit quelque chose sur Tahar, même s'il ne l'a pas dit. L'autre, ils essaient en fait de mettre en fait eux, ils ont des méthodes
des méthodes pour diviser, pour casser. Donc ils sont tout le temps là. Donc on reste comme ça. Non, on ne restera pas comme ça. Donc on doit se mettre d'accord sur une feuille de route claire. Mais qui va se mettre d'accord? Les collectifs, les associations, les syndicats. C'est vrai Les corporations d'avocats. De plus en plus, il faut passer à des syndicats. Il faut créer des syndicats autonomes, il faut créer des associations parce qu'aujourd'hui, on a réussi à détacher en fait le pouvoir en place de la société civile. Et il n'a plus de syndicats, il n'a plus d'associations. Il a une clientèle en fait qui est réduite, donc il n'a plus de ressort. Du coup, c'est plus facile en fait de le déstabiliser. Donc et moi je suis convaincu que l'avenir de ce régime, en fait, ce régime n'a pas d'avenir. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut y aller doucement. On est en train de gagner contre ce régime. Certes, il faut réfléchir sur une transition économique, écologique. Et je me permets de vous interrompre parce qu'il y a d'autres sujets, nous sommes obligés d'aller un peu plus vite. Alors je vous demanderai, mes chers amis, de faire des tours de micro très dynamiques parce qu'il y a des questions très sérieuses. Nous ne pouvons pas nous permettre de traîner un peu dans des... Alors, d'abord et surtout, cette histoire d'Algériens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui sont des dizaines de milliers éparpillés un peu partout dans le monde. Et je ne parle pas des immigrés, comme on dit, qui ne peuvent plus rentrer, qui se comptent par millions. Le régime a donc fermé. Là, il ouvre, ou il dit ouvrir, et en fait, il n'ouvre rien du tout, parce que les conditions qu'il a mises en place pour pouvoir se rendre en Algérie sont quasiment hallucinantes. Il faut faire un test, donc ça c'est facile. Il n'y a que des vols ciblés 6 par semaine, 6 vols hebdomadaires en tout. Il y a les billets d'avion qui sont excessivement chers, les plus chers billets au monde. On a vérifié, ce sont les billets les plus chers au monde comparés au kilomètre. Il y a le confinement obligatoire pendant 5 jours, et sachant que la plupart des gens partent pour une semaine, parce que nous ne sommes pas en période de vacances, ils partent en famille pour aller se confiner. Alors, un jour pour l'aller, un jour pour le retour, 5 jours de confinement, ça veut dire qu'ils vont juste aller. L'hôtel, ils le payent d'ici en devise, ils ne savent même pas dans quel hôtel ils vont aller. Et donc, c'est comme si ce régime avait tout fait pour dire aux gens, non, vous ne pouvez pas rentrer. 14 mois de fermeture, hein, c'est ça, oui. si ma meilleure. 14 mois de fermeture. Les frontières sont fermées 14 mois. C'est l'un des pays, quasiment au monde, les plus fermés. Voilà. En fait, il y a 3 conditions. Je pense comment ils ont structuré. Les conditions d'embarquement. Avant d'embarquer pour l'Algérie, il faut avoir un test PCR négatif. Hein, c'est ça. Il faut avoir aussi le billet valide, soi-disant. Il faut que le billet soit valide. Il faut que la fiche sanitaire soit bien remplie. Hein, oui. D'accord. Et s'acquitter de ces frais inhérents au confinement sanitaire obligatoire, dès le départ, avant d'embarquer. Sans même savoir dans quel hôtel on va aller. Tout à fait. D'accord. Soit disons que les établissements hôteliers ont été choisis conjointement par le ministère de l'Intérieur, par le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture. C'est-à-dire conjointement, hein, ça veut dire le ministère de l'Intérieur, du Tourisme et de la Santé. Voilà. Après, quand vous arrivez à Alger, Constantine-Oran, parce que ce sont les 3 aéroports qui ont été mobilisés, quand vous arrivez à l'un des aéroports, on vérifie votre test, après directement à l'hôtel. On ne sait pas où on va vous mettre. Pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Après, une fois les 5 jours sont terminés, on va faire le test, un test PCR que vous avez dû payer ici en France en devise. Hein, en devise. Oui, si c'est que négatif, merci, au revoir, vous allez visiter votre famille. Si c'est, vous refaites un test. Voilà, non, si c'est négatif, c'est bon. Si c'est positif, encore 5 jours. Vous restez encore 5 jours... 5 jours à l'hôtel, en fait. Ouais. Donc, il faut repayer encore. En attendant de repartir repartir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ce régime... Et puis, la confusion sur les destinations. Tout à fait. Par exemple, quelqu'un qui veut faire Alger, Lyon... non, plutôt l'inverse. Quelqu'un qui veut faire Paris... Constantine, on vous dit non, il n'y a pas de Paris-Constantine, il y a Paris-Alger. Tout à fait. Et donc d'Alger, vous prenez le car. En fait, il y a 3 aéroports. Il y a 3 aéroports. C'est pas logique. Vous avez Alger, Oran, Constantine, et en face, vous avez Paris et Marseille. Lyon jusqu'à il y a Istanbul et il y a... Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire Barcelone. Ça veut dire que ce régime, il n'est pas humain. Alors, Samir, sur cette question. Sur cette question, c'est une fausse ouverture.
Je pense que le régime s'est retrouvé forcé d'ouvrir pour deux raisons majeures. Il y a une raison à l'échelle internationale, parce que beaucoup de personnes ont commencé à activer sur la ratification de la convention, celle qui s'appelle le PIDCP, ça veut dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé par l'Algérie en septembre 1963 et ratifié en décembre 1989. Du coup, à ce niveau-là, fermer les frontières 15 mois, devenait, 14 ou 15, on était, là jusqu'au mois de juin, on est à 15 mois, devenait quasiment, sur le plan même international, ça veut dire qu'ils sont en train d'enfreindre le droit international. Et c'était aussi une façon d'essayer de masquer leur incompétence confirmée. Quand je dis leur incompétence confirmée, parce qu'il y a eu une gestion de la crise sanitaire qui était complètement chaotique. Et là, ils mettent, on va dire, des précautions drastiques. Jusqu'à là, je me dis, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas autant de précautions? Admettons. Mais arriver... Les 5 jours. Les 5 jours. C'est pour ça que Les 5 jours, normalement, c'est 14 jours. C'est une quatorzaine, ce n'est pas 5 jours. Enfin, si on veut vraiment satisfaire aux exigences mais 14 médicales. Jours quand vous êtes positif. Ici, par exemple. Non, pas 14 jours pour savoir que vous n'êtes pas porteur. Vous l'êtes pas. Non, mais en fait, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, si je devais être objectif et oublier que c'est le régime algérien. OK. Admettons qu'on fait tout ça pour la sécurité sanitaire. OK. Mais pourquoi un État qui se dit et qui se gargarise matin et soir que c'est une puissance régionale fait subir les frais à ses citoyens? Pourquoi ne pas prendre en charge, vous imaginez une famille, un couple avec 3 enfants qui se retrouve à payer 5 nuits d'hôtel, le PCR et, comme vous l'avez si bien dit, des billets d'avion avec des prix exorbitants. Je pense qu'il y a 2 volets sur ce point-là. Il y a quelque part une espèce de vengeance et de part essayer de combler le déficit de Air Algérie sur 15 mois. Et honnêtement, ce que je vais dire est dur. S'il y avait un acte citoyen à faire, c'est de ne pas y aller. Il y a un problème parce que le problème de fond, c'est que l'Algérie n'appartient pas à ces généraux qui empêchent les Algériens de rentrer chez eux. C'est ça, c'est un grand problème. Et ils n'ont pas empêché l'Indien qui a ramené le variant indien. Exactement. Ils ne l'ont pas empêché de rentrer en Algérie et de transmettre le virus. On n'a pas demandé en fait d'ouvrir les frontières à la terre entière. Hein. C'est pas ça. C'est du rapatriement. Voilà, donc c'est pas ça ce que demandent les Algériens. Mais un Algérien a le droit de rentrer chez lui, a le droit, en fait, pour des motifs impérieux, d'y aller en fait enterrer un membre de sa famille, aider sa famille, et c'est parce que c'est sa maison. C'est-à-dire, là, en fait, donc eux, ils ont choisi en fait d'interdire à tout le monde de rentrer. Donc de rentrer parce que l'Algérie leur appartient. Mais eux, ils ne s'interdisent pas. Monsieur Nazar, il est rentré. Ils font des allers-retours. Entre autres, Monsieur Nazar et pas seulement Monsieur Nazar. Exactement. Eux, ils ont en fait... Eux, il n'y a pas de souci. Ils peuvent rentrer comme ils veulent. Rentrer, sortir, revenir. Et d'ailleurs, leurs enfants, ils faisaient les allers-retours depuis le début. Donc on ne leur a pas interdit en fait d'y aller revenir. On a vu plusieurs personnes qui faisaient des allers-retours. Donc c'est ça le problème de fond. Après... effectivement, ils avaient du mal à gérer la crise sanitaire. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de masques pour les médecins. C'est les médecins qui achetaient les masques. Il n'y a pas de test PCR pour les médecins. Donc, et les Algériens doivent faire un test PCR. Ils doivent le payer eux-mêmes. Je pense que c'est 1500 dinars ou un peu plus. Ah bon? 1,5 million, ouais. 1,5 million. Sûr? Oui, 1,5 million. 1,5 million, c'est les Algériens qui le payent. Alors que dans d'autres pays du monde, le test PCR est gratuit pour tout le monde. Donc pour empêcher en fait, ou pour arrêter la pandémie, ils ont essayé par tous les moyens de faire le maximum de tests dans les écoles, partout dans le monde. Donc il y a un seul pays au monde qui n'a pas fait de tests
PCR, ni de tests antigéniques, c'est l'Algérie. Donc ça montre qu'ils n'ont pas la volonté en fait, d'arrêter la pandémie. Ce n'est pas leur souci. Leur souci, en fait, c'est d'empêcher en fait, les Algériens qui luttent pour l'indépendance de leur pays, pour le changement radical et pacifique. Donc ça les dérange. Eux, ils veulent ne faire payer... C'est une punition collective. Oui, c'est une punition collective. Alors, un dernier mot... Oui. En fait... les hôtels, parce que je reviendrai sur les hôtels, ils veulent enrichir encore leurs amis, ils veulent donner en fait, des cadeaux à leurs amis, et ça c'est inacceptable. Les Algériens doivent contester. Ils nous disent 480 hôtels pour l'accueil des immigrés. Les généraux, en fait, qui a des hôtels en Algérie? C'est les généraux, leurs amis, leurs enfants. Donc, hors de question en fait, de donner un centime d'euro. Vous rejoignez Samir Yayoub quand il dit le mieux c'est de ne pas partir. Bien sûr, moi personnellement je préfère. Il y a des militants qui ont souffert pendant 20 ans, 27 ans ici en France. Hein, c'est parce qu'ils militaient, parce qu'ils demandaient le changement. Donc on doit faire un effort collectif. C'est un effort collectif pour empêcher les enfants des généraux d'empocher en fait, des sommes importantes pour acheter des biens. Lias, très rapidement. Rapidement, j'ai relevé un tweet d'un Algérien, un citoyen algérien, qui se pose la question. Il dit que moi, je n'ai pas besoin d'un test PCR pour raison très simple. Je suis vacciné 2 fois. Il est vacciné. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais attendre idem. On n'est pas 2 ans près. Une honte. Je suis vacciné, test PCR négatif, et je dois encore faire 5 jours de confinement mes frais. Ces décideurs méritent des bas-fonds de la déchéance humaine. Donc, voilà. Alors, nous allons passer à la dernière question, celle des élections. Nous allons d'abord écouter M. Charfi qui vient de faire une déclaration. Écoutons-le. أعطيك مثال خرجت فكرة كذا تاع باللي الطيارات لي فول كاملة كومبلي اون دومي جورني ومن بعد تضغطوا يعني تشوف باللي الناس الجزائريين راهم مهتمين باش يشاركوا ومنهم بزاف مساكن راهم مترشحين ومازالوا ما رجعوش يديروا في الحمله نتاعهم من خير راحوا واحد راح باش يداوي واحد راح باش يزور واحد كذا كتعرفوا على الوضعيه مازالوا ما جاوش ان شاء الله قبل نهايه الحمله الانتخابيه يتمكنوا ان شاء الله. C'est le monsieur qui est chargé de surveiller les élections. Nous allons le voir d'abord lui quand il nous disait que c'est Gaïd Saleh qui l'a désigné associé. C'est lui-même qui le dit. Hein. La commission indépendante de surveillance des élections qui nous dit que c'est le chef d'état-major de l'armée qui l'a désigné juste avant l'élection, entre guillemets, de M. Tebboune. Nous allons l'écouter, M. Charfi. حافظين على الأمانة التي أوكلناها الله بواسطته لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا بتقلد هذه المسؤولية لما كلفنا شخصيا Monsieur Gaïd Saleh. Personnellement. Alors, et nous allons voir maintenant les élections, comment ça se passe, quelques vidéos. Nous allons écouter un monsieur, un candidat. Écoutez bien ce qu'il dit. Il ne parle pas de son programme, hein. Il ne parle pas de son programme. Écoutez bien de quoi il va parler. تعالت بعض الأصوات مؤخرا في الجزائر للأسف الشديد البعض احنا متأكدين باللي مغلطينهم الحاج مغلطينهم غير مغلطينهم احنا متأكدين باللي مغلطينهم وش عدنا نسمعوا اليوم يا الحاج عدنا نسمعوا اليوم المخابرات إرهابية استفزازي وصف لا يليق بطبيعة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي احنا من بشار من ولاية الأحرار نقدموا هذا السؤال لكم هل هؤلاء اللي يقولوا هذا الكلام يمثلوكم؟ جاوبوني جميعا بلغة الرجل الواحد يمثلوكم هؤلاء الناس. Il est très étonné comment les Algériens osent dire Mukhabarat Irhabia. Les services de sécurité sont des services terroristes qui pratiquent la terreur contre les Algériens, et ça tous les Algériens le savent. Mais écoutons aussi le fameux monsieur Sahli, écoutez-le très très bien, écoutez. بعض الشعارات اللي تمس مؤسساتنا الحيويه مدنيه ماشي عسكريه يرحم باباكم انتم جيتوا اليوم للتجمع نتاعنا كاش ما جاكم ضابط عسكري قال لك روح للتجمع بالسيف والله نعاودوها هذه on va la revoir elle est magnifique
بعض الشعارات اللي تمس مؤسساتنا الحيويه مدنيه ماشي عسكريه. يرحم باباكم انتم جيتوا اليوم للتجمع نتاعنا، كاش ما جاكم ضابط عسكري قال لك روح للتجمع بالسيف. Je vous laisse en discuter. Les élections, comment ça se passe? C'est une campagne électorale où il n'y a pas de campagne électorale. Ils ont peur de sortir, ils sont très mal accueillis. C'est un boycott massif annoncé, les Algériens ne vont pas voter. Quand ils parviennent à donner des meetings, c'est quelques chats, c'est quelques personnes, salles fermées, ultra surveillées, ultra fliquées. Et on se demande, ils s'adressent à qui s'ils ne s'adressent pas à leurs électeurs. Et ils ne parlent pas de leur programme, ils parlent de ce que vous venez d'entendre, de choses et d'autres, mais pas de programme. Alors, c'est à vous, messieurs. Je vous en prie, qui se lance? Je pourrais y aller. C'est quoi un député? Quelle est la définition d'un député dans une république? Que ce soit ici en France, en Italie, en Allemagne, il représente le citoyen. J'aime pas la notion peuple, c'est un effet de masse. C'est le pouvoir législatif, il fait les lois. Mais il vous représente. Oui, C'est-à-dire vous oui, avez il votre fait les lois député. au nom du peuple. Au nom du peuple. Oui. C'est-à-dire moi je fais élire... Le président exécute les lois au nom du peuple. Voilà. Le ministre de la Justice rend la justice au nom du peuple. Il vous représente. Voilà. C'est votre porte-parole. D'accord. Ce qui fait, à partir de là, ici en France et ailleurs en Europe, ils ont des permanences. Ils ont des bureaux pour vous recevoir vos doléances, recevoir ce que vous souhaitez faire savoir à l'Assemblée. Si on prend déjà sur ce plan-là, sans ces élections-là, les permanences, les réceptions parlementaires n'existent pas en Algérie. Ça veut dire celui qui est censé vous représenter ne vous accueille pas dans son bureau pour vous dire si Jamal, qu'est-ce qui se passe? Tout ça n'existe pas. Ce qui fait le Parlement, pardon, l'Assemblée nationale, parce que le Parlement, ce sont les deux chambres, l'Assemblée nationale, telle qu'elle doit exercer son pouvoir législatif, n'existe pas en Algérie. Moi, j'ai toujours appelé cette chambre basse comme une chambre d'enregistrement. Ça, sur le plan professionnel et sur le fond de ce travail. Et tous ces candidats, ce sont je ne sais pas comment les... Enfin, ce sont des inconnus. Quand je dis des inconnus, vous prenez n'importe quel candidat dans n'importe quelle république digne de ce nom, vous avez toute sa biographie. C'est le cas de beaucoup. Sofiane Gilali, Makari, Lafelane, ils sont connus. Il y a 11 000 candidats. Il y a 11 000. Il n'y a pas 11 000, il y a 25 000. Il y a 17 000 exactement. Bref. Non, 25 000. 25 000. Entre les indépendants et les gens du parti, à peu près 25 000. Ce qui fait le régime a regroupé 25 000 Je personnes. crois, 17 000 pour 407. 17, enfin, le chiffre, peu importe. Ils se sont, mis à part, comme vous avez cité, Moukari, Djilali, Sofiane. Allez, franchement, si on cite le nombre de personnes qu'on connaît de nom, pas la biographie. La biographie, c'est votre parcours. Dans la biographie, on dit même le nombre de vos enfants. C'est-à-dire c'est une biographie complète. Ça n'existe pas. Maintenant, la campagne électorale, mais franchement, il n'y a pas de campagne électorale. Il n'y a rien, il n'y a aucun projet. J'entends Mais il y a surtout une annonce de boycott massif, mais comme ça, les présidentielles et comme le référendum. Je pense que ça va être même... Mais je pense que le régime, cette fois-ci, il ne va pas se permettre d'annoncer un chiffre de 23. Il ira sur un chiffre un peu plus honorable. Il ira vers les 50%. Il ira. Enfin, je me trompe peut-être, mais je me dis... Le bourrage des urnes, ce n'est pas fait pour les chiens. Voilà. Ce qui fait... Mais en revanche, je pense que le boycott sera encore plus massif que... Les deux consultations qui viennent de passer. Le référendum. Et les présidentielles. Évidemment. Et c'est là où je dis... Ce qui est sidérant, c'est cette absence complète de la moindre... C'est-à-dire la mascarade, elle est complète surtout. C'est une mascarade le jour même et c'est une mascarade pendant les 15 jours de cette soi-disant campagne électorale. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Makari. من إجراء التهدئة الأولى إطلاق سراح جميع السجناء الرئيس السجناء الحرية للجميع
ثم بعد ذلك تحرير الإعلام. الإعلام يخرج من الضغوط. Non, la 5 de Makhari. لما نتكلم على رؤيتنا السياسية البداية انتخابات الحرة والنزيهة. سبب كل الأزمات وكل السرقة وكل النهب وكل التدمير اللي وقع في الجزائر، كل التسلط نتاع المجرمين والعملاء اللي تسلطوا علينا عقود من الزمن، سببه التزوير الانتخابي. سببه التزوير الانتخابي. ولذلك الناس اللي زوروا الانتخابات في الانتخابات السابقة هذو مجرمين وخونة ودمروا البلاد. قسما بالله يا هؤلاء الذين زوروا الانتخابات على الشيخ محفوظ محناح وعلى حركة مجتمع السن في مختلف الانتخابات، قسما بالله غير مجرمين وخونة، وهما سبب ضياع 1500 مليار دولار. هما سبب ضياع هذا البلد. Alors, le problème, c'est qu'il reconnaît qu'il y a des fraudes électorales et il va à ces élections. Auquel, comme vous dites, il a participé. Oui, oui, Puis il a participé, il a même été dans la tripartite. C'était un allié de la présidentielle, un allié de l'alliance présidentielle, oui. Un des 3 alliés, oui. Hein, il n'y en avait pas des masses. Oui. Et il dit, ce sont des élections trafiquées, truquées, fraudes, et il y va. Il y va et maintenant il demande la confiance du peuple. Il demande la confiance. J'ai participé au traquenard, et maintenant, faites-moi confiance. En fait, c'est l'une des campagnes les plus ubuesques, clownesques, campagne électorale. Ça n'a aucun sens, c'est un non-événement pour le peuple algérien. Moi, franchement, je suis triste parce qu'ils sont en train d'infantiliser tout un peuple en présentant de belles femmes, en promettant 30 millions de centimes à ceux et celles qui veulent se porter candidats, et ceux les plus chanceux qui vont aller plus loin et décrocher le fameux sésame, le poste de député, 40 millions de centimes avec une retraite dorée. C'est ça, au fait. C'est la mangeoire, c'est la part. C'est ça. Donc, le système, il est en train d'utiliser sa manne. Il a certains politiques. Pour moi, ce n'est pas un homme politique. Parce qu'au fait, il s'est rebiffé la dernière fois. Il était complètement en colère parce que son fils, on lui a invalidé sa fille. Sa fille, pardon. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il attend le peuple? Qu'est-ce que ça va changer au quotidien du peuple algérien? Rien. Il n'y a pas de liquidité. Qu'est-ce que ça va changer le quotidien? Le citoyen algérien, il gagne 115 dinars par jour. 115 dinars par jour, c'est-à-dire il gagne quoi? 100 € par mois et 105 $ par an. Même le citoyen palestinien, il gagne 700 $. 700 $. Le Palestinien à la bande de Gaza, il gagne 700 $ et le citoyen algérien, il gagne 170 $. Voilà. Tar, c'est le mot de la fin. Je suis désolé, on n'a pas vu le temps passer. D'abord, en fait, parmi les revendications du Hera, de la Révolution, il y a la consécration du principe de la citoyenneté. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de citoyenneté. Parce que le citoyen n'a pas le droit, en fait, de donner son avis sur la chose politique qui appartient aux généraux. Hein, il l'a dit, Chorfé, tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est lui qui m'a désigné. Celui qui surveille les élections. Ouais. Moi, je pense que la revendication et les slogans du peuple, ils sont clairs. En fait, c'est la dissolution de la police politique et le démantèlement de la junte militaire. Sans ces 2 principes, sans ces 2 revendications, on ne pourra pas avancer. Donc, il faut y aller vers une transition démocratique. Il faut arrêter, en fait, le cirque. Et je veux revenir juste sur un point. Mais très vite. Parce que le MDN vient de demander, en fait, la dissolution de Raj. Oui, et apparemment, le ministre Rassemblement Action Justice. Ouais, voilà, donc, né du 5 octobre 88. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose... Rassemblement Action Jeunesse, pardon. Ouais. Je suis solidaire et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc le pouvoir, en fait, a choisi en fait la violence contre le peuple, la violence contre les syndicalistes, la violence contre les associations. Donc je pense que le totalitarisme s'installe. Alors il y a un rassemblement samedi, l'ambassade?
En fait, Vite, très vite. Hein. Je pense qu'en fait, il y a un rassemblement à la place de la République, comme tous les dimanches. Donc, et samedi, l'ambassade. Nous avons pour protester contre cette histoire de retour. Pour le 29, Elias Beili, mais très vite. Très vite. L'intercollectif d'Île-de-France appelle à inviter tout le monde, tous les Algériens, à rejoindre la ville de Genève pour porter la voix de nos détenus d'opinion pour une Algérie forte, démocratique et libre. L'événement, c'est le 29 mai. Il faut être à la place de la République à 6 h du matin. Tout est prévu. Des bus, des vannes, des voitures. Il faut faire le cortège. Alors l'ambassade, c'est demain à 11 h. Demain à 11 h pour le voyage en Algérie. Et pour le 29 Genève, c'est samedi 29. Il faut se munir d'un formulaire et d'un test PCR. Tout à fait, 6 h du matin. Voilà. Et dimanche, rassemblement à la place de la République. Oui, pardon, il y aura un rapport qui sera remis au Haut Commissariat aux droits humains, aux droits de l'homme à Genève. Ouais. Et voilà. Elias Beili, merci beaucoup. Tar Sisseril, merci beaucoup. Samir Yahaoui, merci beaucoup. Chouki Hammoum, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Khala khair, b'slama, silmiya, silmiya, khawa, khawa.